La Côte d'Ivoire a opté pour la création d'un centre de calcul intensif en vue d'aider les chercheurs locaux et régionaux dans leurs études et de stimulation numérique en vue également de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'adaptation et de planification. À cet effet, la Direction générale de la recherche et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a organisé cette conférence à laquelle nous y sommes tous. Cette conférence sera dite par le professeur Claude Lichou, professeur titulaire des classes exceptionnelles qui nous vient du CAMES. Nous aurons tout à l'heure le mot d'ouverture de Madame la directrice générale de la recherche et de l'innovation. S'en suivra la conférence en elle-même à proprement dite et nous terminerons notre journée par une visite du Centre national de calcul. Monsieur le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du CAMES, responsable des programmes dits de la dite institution, Monsieur le directeur de la valorisation de l'innovation de la Direction générale de la recherche et de l'innovation, Monsieur le directeur de la formation et de la recherche du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ou son représentant, Messieurs les vice-présidents chargés de la recherche, s'ils sont là, Mesdames et Messieurs les directeurs de centres et instituts de recherche, notamment Monsieur le directeur du centre de recherche océanographie, Messieurs les responsables des PSN, notamment le PSN Climat qui est là, Mesdames et Messieurs les sous-directeurs, les chargés d'études de la DGRI, de la Direction de la recherche et de la DVI, Mesdames et Messieurs les anciens chercheurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin ici et je voudrais, au nom de toute l'équipe de la Direction générale de la recherche et de l'innovation, vous remercier d'avoir fait le déplacement pour participer à une conférence sur le centre de calcul. Hier encore, nous étions ici, nous avons été instruits sur la géo-ingénierie solaire comme une des solutions dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette nouvelle thématique vient donc enrichir le champ d'investigation de la recherche de notre pays et plus largement en Afrique. De ce point de vue, la modélisation et la simulation numérique offrent à la recherche l'opportunité de produire très rapidement des résultats robustes dont la communication ne fera que valoriser la recherche. Pour mémoire, le centre de calcul a connu en mars 2019, sous la présidence de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le lancement officiel de sa mise en fonction à travers un workshop international co-organisé par la DGRI, le PSN Climat et Développement Durable et une équipe de recherche venue de Grenoble. À travers ce workshop qui a mobilisé une cinquantaine de chercheurs venus d'Afrique et d'Europe, nous devons comprendre que le supercalculateur que nous avons ici nous ouvre à la mutualisation tant nationale qu'internationale, mais aussi institutionnelle. Ainsi, selon l'idée que la science n'a pas de frontières et dans l'optique d'une mutualisation institutionnelle certaine, nous avons donc sollicité le CAMES pour une conférence sur les centres de calcul dans l'espace CAMES qui sera animée tout à l'heure par un représentant de la dite institution. Le secrétaire général du CAMES nous a donc recommandé son expert dans la personne du professeur Claude Lichou, que je voudrais bien présenter avec votre permission. Notre conférencier du jour, M. Claude Lichou, est professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dit UCAD. Il est également là-bas le directeur du laboratoire d'informatique et de télécommunications appliquées à l'UCAD. Il est également vice-président du comité de suivi du plan stratégique du CAMES, responsable du programme Silhouette dans le cadre de la modernisation du CAMES, responsable du programme thématique de recherche TIC du CAMES, officier de l'Ordre international des parcs académiques du CAMES, titulaire de la chaire UNESCO 856 TIC
et développement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Pour la petite histoire, le premier contact de la DGRI avec le professeur Codichou a été fait par l'entremise de M. le directeur général de l'UVCI, que je vous demande d'ovationner. Mesdames et messieurs, je voudrais clore ici mon propos introductif et laisser donc la place aux conférenciers tout en vous souhaitant une bonne écoute. Je vous remercie. Je remercie vraiment le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je voulais dire pour l'opportunité donnée au CAMES, n'est-ce pas, donc de pouvoir présenter cette communication. Donc, communication qui s'intitule « Les centres de calcul scientifique dans l'espace CAMES » et il s'agit en particulier de parler de pratiques institutionnelles mutualisées. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous focaliser sur la réalité du centre de calcul du pôle scientifique d'innovation de Belgerville. Nous allons donner, si vous voulez, les bonnes pratiques et à l'intérieur, à travers un échange, nous allons pouvoir ensemble voir en tout cas qu'est-ce qu'il faut prendre un tout petit peu dans ces pratiques-là, quelle est la réalité aussi, donc, j'allais dire, donc, du territoire, de l'écosystème, donc le calcul scientifique institutionnel en ce qui concerne donc la Côte d'Ivoire. Alors, je connais assez bien, pour avoir fait un peu l'état des lieux des centres de calcul ici et ailleurs, je me suis refusé aussi l'exercice de connaître l'état, j'allais dire, détaillé en ce qui concerne donc la Côte d'Ivoire en particulier, pour ne pas être influencé. Voilà. Donc, je dirais un certain nombre j'allais dire, je vais être précis sur certains cas, mais sur d'autres, je vais laisser ouvert pour qu'enfin qu'on puisse pédagogiquement extraire les bonnes pratiques. Parce que quelque part, rien n'est figé et il faut avoir un comportement agile. J'aimerais aussi, avant de commencer, m'excuser pour certaines fois quelques vérités, mais avec tout le respect que j'ai pour l'institution, ce sont des points de vue d'experts. On peut dire des choses qui fâchent institutionnellement, mais il faut les dire et on voit ensemble comment éventuellement corriger sur certaines orientations qui étaient peut-être prises, ou peut-être toutes les orientations prises sont les bonnes, et peut-être donc mon discours va peut-être conforter ces orientations-là. Merci à la Direction générale de la recherche et de l'innovation en particulier pour cette invitation. Donc j'ai été désigné, mandaté donc, pour faire cette communication. Je remercie aussi beaucoup l'UVCI qui a eu la présence effective donc, de son directeur général et met en ce moment à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir conserver la mémoire donc, de ce moment-là. Voilà. Donc la brochette de DG UVCI, DG RCI, merci infiniment de l'honneur que vous faites au CAMES à travers donc, ma personne ce matin. Voilà comment s'intitule donc cet exposé. Ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les pratiques institutionnelles mutualisées. Je voulais faire une petite présentation. Il ne s'agit pas de présenter, j'allais dire, ma personne, mais il s'agit beaucoup plus de camper cette communication à travers un certain nombre d'éléments. Ici, c'est ma page personnelle en ce qui concerne mes enseignements, où j'enseigne depuis 37 ans à l'université Cheikh Anta Diop l'architecture des processeurs. Voilà. Donc, vous le savez bien, un supercalculateur, on ne parle que de processeurs, donc à l'intérieur.
Donc c'est la matière que j'enseigne à travers des microcontrôleurs, un cours d'informatique industrielle, de l'électronique numérique, je fais des cours de knowledge management, voire même des petites choses maintenant qu'on appelle des commandes Arduino que les jeunes utilisent beaucoup aujourd'hui avec l'Internet des objets. Voilà. Voilà à peu près donc en ce qui me concerne le cœur de mon métier, en termes d'enseignant. Mais je me revendique aussi enseignant-chercheur sur un laboratoire d'informatique et de télécommunications appliquées donc, dont j'ai la charge, avec 2 grosses équipes. Donc une équipe sur le Big Data, tant Analytics qu'Engineering, et une deuxième équipe sur les réseaux intelligents et les objets connectés. Indépendamment donc de ce qui justifie ma présence pour le CAMES, j'en assure la vice-présidente du plan stratégique et toute la partie modernisation, la partie dématérialisation, la partie mise en tout cas à la disposition de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les enseignants-chercheurs, les universités, à travers donc les recteurs, les présidents d'université, les rapporteurs, en tout cas, tout ce monde-là, aujourd'hui, fonctionne d'un point de vue virtuel en appui à un certain nombre donc, de sessions présentielles. Mais aussi, l'une des choses les plus importantes qui me vaut d'être là aussi, c'est la direction du programme thématique de recherche TIC du CAMES. Le CAMES a 12 programmes thématiques de recherche. Je reviendrai là-dessus assez rapidement. Donc, bien entendu, quand on est dans un programme thématique de recherche, on a besoin aussi d'utiliser des dispositifs comme nous allons donc entrevoir. J'en parlerai très rapidement. La chaire UNESCO, dont j'ai le plaisir de conduire, s'appelle TIC et développement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. C'est donc une chaire eu égard à son périmètre qui me permet vraiment de pouvoir rentrer au sein des institutions et ensemble d'appuyer, de conduire des stratégies, tout en sachant que lorsqu'on est dans une institution, on fait bénéficier à celle-là des expériences de l'autre, on fait bénéficier tout ce qui est success stories, afin donc que ça aille un peu plus vite. Et enfin, l'une des choses les plus importantes aussi, c'est le programme doctoral Horizon francophone, dont j'assure aussi donc, la direction, c'est le programme mathématiques et informatique, qui appuie notamment donc, des chercheurs qui sont en dernière année de thèse. On leur apporte donc un soutien pour qu'ils puissent donc soutenir assez rapidement, puisque les recteurs et présidents d'université ont estimé qu'il y a un déficit en enseignant en mathématiques et en informatique, donc il faut accélérer la soutenance des thèses dans ces domaines-là. C'est pour ça qu'ils ont sollicité l'AUF pour mettre en place ce programme-là, et bien entendu, dans le réseau qui va être mis en place, dans les acteurs qui seront mis en place, je pense que ces acteurs aussi devront être des utilisateurs donc, de ce système-là. Voilà un tout petit peu expliquer un peu le parcours. Et derrière, je sais quand même que l'institution qui a mis en place le calculateur ici s'appelle Atos. Je suis un fournisseur de compétences à Atos. Chaque année, je donne au moins 2 ingénieurs encadrés dans mon laboratoire, donc à Atos. Donc il est très important aussi qu'on puisse parler des stratégies de renforcement de capacités ou de transfert de compétences à des ingénieurs, j'allais dire, de la maison, à des ingénieurs qui sortent donc de nos universités et de nos grandes écoles. C'est un impératif qu'il va falloir aussi prendre en compte si ce n'est pas déjà pris en compte de cette manière-là. Voilà, c'était juste ça. Dans mon plan, je vais balayer rapidement les centres de calcul scientifique dans l'espace CAMES. Quelques cas. Le cas de l'Afrique du Sud, qui dispose du calculateur le plus puissant
du continent. Le cas de la Mauritanie, qui dispose aussi d'un centre de calcul intensif à l'université de Nouakchott, à Sria, dirigé d'ailleurs par notre collègue Amedoun Aouba, qui est un mathématicien que nous connaissons très très bien. Le cas du Sénégal, qui aura dans quelques semaines un centre de calcul pratiquement identique à celui de Bingerville. Bien entendu, je balayerai le vôtre. Et puis, nous n'allons pas oublier les grilles de calcul qui offrent encore, j'allais dire, quelques performances, j'ai mis optimisées. Voilà, parce que selon le dimensionnement, on n'a pas besoin d'un éléphant pour créer une mouche. Selon le dimensionnement, ça peut aller. Et ce n'est pas parce que nous avons un supercalculateur que nous allons oublier un tout petit peu donc, les grilles de calcul, les mésocentres, enfin, tout ce qui existait avant dans ce qu'on appelait les centres de calcul. Voilà. Je parlerai aussi des thématiques de modélisation et de simulation numérique et leur ancrage par rapport à des préoccupations gouvernementales, c'est aussi important. Nous pouvons faire de la recherche modélisée, j'allais dire, pour la NASA, pour l'espace, etc. Mais nous avons aussi des préoccupations concrètes, nationales, voire régionales, et nous sommes souvent interpellés par rapport à ça. Il est aussi fondamental de s'en occuper. En ce qui concerne, par exemple, mon laboratoire, le LITA, dont je parlais tout à l'heure, son slogan c'est l'intelligence artificielle au service du développement. Voilà. Je ne fais pas d'intelligence artificielle pour aller sur Mars. Mon intelligence artificielle, c'est pour la pêche, c'est pour l'élevage, c'est pour l'agriculture, c'est pour diminuer les bouchons, c'est pour du smart transport, etc., etc. Voilà. Donc, il est aussi important de pouvoir régler aussi un certain nombre de priorités. Nous parlerons bien entendu de stratégies de mutualisation nationale, régionale et des coopérations scientifiques ainsi que des partenariats lorsqu'on est dans ce type de dispositif-là. J'en parlais tout à l'heure, comment renforcer les capacités et encourager une expertise institutionnelle locale. Comment maintenir et comment faire évoluer un centre national de calcul scientifique et des recommandations pour tous. En introduction, je dirais simplement que les calculs mathématiques sont les moteurs de toutes les recherches, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient industrielles ou technologiques, et un supercalculateur est un équipement qui fait des calculs intensifs, équipé de plusieurs unités pour faire donc pas mal de calculs donc, en parallèle, utile pour des simulations numériques, utilisé pour modéliser, d'un point de vue mathématique, des phénomènes scientifiques, remplacer, compléter des expérimentations réelles. Voilà. Donc, dans tous ces mots-clés, ça veut dire donc dans la modélisation de tous les phénomènes et pour aller vers donc, une précision importante, notamment dans les prédictions, on a besoin donc de calcul. Voilà. Sinon, on fait comme avant, on simplifie des modèles, on le fait sur un petit ordinateur et on a quelque chose d'approché. Voilà, hein, du style, il pleuvra certainement demain. Alors qu'on peut aller plus loin, dire, mais tiens, il va pleuvoir dans 15 minutes. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, on est dans ce genre de situations, et bien plus, hein, quand on passera à des phénomènes de biologie, etc., ça peut être très critique, hein, n'est-ce pas, lorsqu'on met en place des médicaments, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec les constantes de temps, avec les dynamiques d'une pluie qui peut être à plusieurs minutes près, il
n'y a pas de grands soucis. Voilà. Alors, dans mon état des lieux, je commence donc par le cas de l'Afrique du Sud, où ils ont donc un supercalculateur hybride, Sun, 35 milliards d'opérations, c'est le plus puissant donc, du continent, et il se place parmi les 500 les plus puissants. Il y a ce top 500 là, auquel les pays tiennent beaucoup. Voilà. Quand on est là-dedans, on y est. Et c'est extrêmement important et on tente d'y rester parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Voilà. Je pense aussi que ces ambitions, ces enjeux ne sont pas non plus les nôtres. Nous en avons un avec une bonne performance, pas d'indication modeste, avec une bonne performance, ça nous suffit pour régler nos problèmes d'aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, dans la stratégie de mutualisation, qu'elle soit nationale ou régionale, on notera en termes de bonnes pratiques des mobilités dans les deux sens d'enseignants, chercheurs et chercheurs. Dans les deux sens, je dis bien, pour des masters, des doctorats, dans des disciplines, dans des domaines tels que l'IA, le big data, la sécurité informatique, voilà, la robotique mondiale. On va le consigner, puisque c'est, moi je ne l'ai pas inventé. La mobilité sous forme de stage pour les étudiants, donc en master, en alternance, etc. Des thèses à double tutelle, avec comme paramètre de proximité aussi un calculateur. Voilà. Il y a déjà une pratique aujourd'hui, moi j'ai plein de chercheurs qui aujourd'hui sont à Dakar et puis travaillent donc dans les calculateurs de Jussieu. Ça c'est tous les jours en fait. Voilà. Bon, si on en a un proche, c'est très bien, mais à la limite on se demande même, on n'aura même pas la différence. On est assis au même endroit, on envoie à Damiado ou qu'on envoie à Paris-Fussieux, le résultat qui reviendra, bien entendu, compte tenu des performances, etc., sera pratiquement le même. Mais on peut imaginer, effectivement, dans le cadre donc, des calculs à distance, c'est pareil. Voilà. Ça va se passer comme ça ici aussi, je suppose. Je n'ai pas encore vu de centre. Donc je suppose qu'on peut être assis à côté. On peut être donc dans un bureau sur le campus et y accéder, voire y accéder en extranet, bien entendu, à condition que de sécurité, d'accès, etc., soit bien mise en place pour qu'il n'y ait pas de problème sécuritaire. Bien entendu, il faut des séjours d'imprégnation, tant au nord, mais aussi sud-sud, hein, dans des domaines où il y a donc aussi des compétences au sud. Tous ces domaines-là, mines, gaz, pétrole, etc., tels que nous les avons cités depuis tout à l'heure. Je disais bien entendu la stratégie de renforcement des capacités et encourager une expertise institutionnelle locale. Je pense qu'il y a pas mal de contrats qui sont signés, qui sont très bien, mais bon, il faut aussi assurer à l'ensemble des clauses de ces contrats un vrai succès, un succès durable. Parce que dans l'accompagnement du développement du centre, j'allais dire, soi-disant, pendant 5 ans, les constructeurs, ils ont ce qu'ils appellent les paramètres de sûreté de fonctionnement. Voilà. Il y a plein de MTBF, MTTR, MT, etc., où rien ne se passe en 5 ans, et 5 ans plus un jour, hop, les problèmes commencent. C'est la même chose que l'assurance de votre voiture. Vous achetez une voiture, on vous dit 50 km gratuits, je ne sais pas, pour 2 ans, effectivement, en 2 ans, vous n'ouvrez même pas le capot, tout va bien. Et après les 2 ans, la première panne, vous allez chez le mécanicien et les choses commencent. Voilà, donc tout ça c'est bien. Comme vous savez que c'est comme ça, eh bien, il faut donc commencer à anticiper effectivement l'expertise qui pourrait régler, hein, notamment donc, les problèmes de maintenance à ce niveau-là, bien entendu, dans le respect d'un certain nombre de clauses, d'assurance, etc. Donc, il ne s'agit pas de démonter, de dévisser, comment on appelle, les différentes baies. Ça, l'assureur
va refuser tout de suite. Mais il y a quand même un minimum qu'on peut faire avec donc, des ingénieurs locaux formés à ça. Il faut pouvoir leur transférer des compétences au niveau d'un périmètre bien étudié pour qu'il y ait quand même un minimum d'autonomie ou en tout cas qu'il n'y ait pas dépendance à vie. Voilà. Mettre en place aussi un écosystème en calcul numérique intensif à travers la création d'un programme en programmation parallèle. Sans ça, il n'y a rien. Le DG de l'UBC, vous savez bien, c'est la base. Alors, si les gens ne sont pas formés à la programmation parallèle, eh bien, rien ne va se passer. Donc, c'est fondamental, ce type de programme-là. On l'appellera comme on veut, hein, un centre, des activités, mais en tout cas, créer, j'allais dire, un dispositif qui permette aux acteurs d'avoir des compétences en programmation parallèle, c'est fondamental pour les chercheurs eux-mêmes, voire pour l'accompagnement des utilisateurs du centre. On en vient à la maintenance et à l'évolution d'un centre national de calcul scientifique. Et on attaque la connectivité. Je ne sais pas comment téléréaliser votre connectivité, mais il est important de pouvoir avoir donc une connexion permettant une collaboration avec vos pairs au niveau international. Et là, on a quand même un cadre qui est Africa Connect, deuxième du nom, qui permet, dans une approche modulaire, c'est-à-dire comme vous pouvez, selon votre stade de développement, selon votre contexte géographique, selon les moyens que vous avez, selon votre organisation, vous pouvez donc utiliser Africa Connect 2. On voit bien la Côte d'Ivoire ici, et on sait donc le régional cluster, on sait que c'est Wakren hein, qui prend en compte cette partie verte là. Voilà. Donc il est important, je pense, d'avoir ce type de connexion avec Géant, pour le citer donc directement, nous permettant à travers donc de la bande passante mutualisée de pouvoir avoir aussi des coûts intéressants. Voilà. Pour ce que je connais, donc, autres acteurs, ce sont les réseaux thématiques de recherche du CAMES qui ont besoin de collaboration avec donc, les centres de calcul. Et les réseaux thématiques de recherche du CAMES, je vous avais dit, ils sont 12. De la pharmacopée, médecine traditionnelle, technologie de l'information et de la communication, c'est de celui-là que je suis responsable moi, langue, société, socio-économie, innovation technologique, gouvernance, énergie, sécurité alimentaire, santé, etc. Et dans ces réseaux thématiques de recherche, là par contre je suis porteur d'un message du secrétaire général du CAMES qui me demande de saluer le dynamisme de la Côte d'Ivoire en particulier. Parce que plusieurs chercheurs ivoiriens sont responsables. Hein, donc le PTR, et j'aimerais rendre ici aussi hommage à un pionnier, hein, c'est le professeur Konaré qui est responsable donc, du PTR changement climatique. Voilà. Il est d'ailleurs toujours à ce poste-là, même à titre posthume pour le moment. Donc il va falloir bientôt trouver en tout cas quelqu'un pour remplacer, pour succéder à la responsabilité donc, de ce programme donc, thématique de recherche. Voilà. Donc déjà au niveau national, il y a du monde pour pouvoir donc animer ces réseaux thématiques qui sont demandeurs en calcul. Mais c'est le moment aussi de nous interpeller, hein, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le CAMES. Je dirais simplement que le CAMES c'est nous, c'est personne d'autre. À part le personnel d'appui au CAMES, il y a 3 personnes.
il y a un secrétaire général qui est biologiste et 2 directeurs des programmes. Il y en a un qui est lettres et sciences humaines et le deuxième est un physicien physique atomique. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc tout le reste, c'est nous. C'est ceux qui animent ces PTR-là. C'est ceux qui animent le programme thématique de recherche. C'est ceux qui ont fait le code d'éthique et de déontologie, etc. Donc le CAMES, c'est personne d'autre. Ce n'est que nous. C'est nous qui faisions les règles, c'est nous qui écrivons les guides, les référentiels, c'est nous qui jugeons nos collègues dans une, j'allais dire, dans une stratégie par les pairs, c'est nous qui accréditons les établissements, etc., etc., etc. Donc, nous rendons service, finalement, dans nos États, à travers donc, ces réseaux thématiques de recherche et à travers, globalement, nos activités. Puisque, donc, quelque part, les équipes qui sont formées à l'intérieur de ces programmes thématiques de recherche, à l'intérieur, vous aurez 3 Ivoiriens, 2 Béninois, 1 Malien, 3 Sénégalais, etc. Voilà, ça fait l'équipe qui ont donc des projets et ces projets-là ont besoin à un moment donné donc, de calcul. Donc nous rendons simplement service lorsque nous adhérons à ce type donc, de dispositif-là. Bien entendu, je le disais, les supercalculateurs sont aussi un besoin pour l'industrie. Nous ne sommes pas, qu'entre nous, universitaires. Les industriels donc, sont bien là, même timidement dans des pays comme les nôtres. Ailleurs, on voit comme Total dispose de leurs supercalculateurs avec des rankings importants. Mais bon, Total, c'est pas partout. Nous avons donc un certain nombre d'industries qui en ont besoin pour développer des produits, pour faire des tests. Et à ce niveau, l'utilisation des supercalculateurs permet de réduire donc, la durée des procédés de recherche, d'assurer donc un gain en termes de coût et de temps, et bien entendu permet d'asseoir une compétitivité dans le secteur donc, de chacun. Il est donc important aussi qu'on puisse intégrer ces profils-là. Mais il faut dire que l'utilisation du supercalculateur obéit à des techniques et méthodes très classiques. Il s'agit de représenter en loi physique les données, de les traduire en équations mathématiques, de les exprimer en langage informatique, de les introduire dans la machine et de réaliser le traitement. Ça, c'est globalement pour tout le monde. Mais à travers quelle thématique? Je vais citer un exemple donc, de thématique pour inspirer les uns et les autres avant de parler des thématiques concrètes dans lesquelles nos États se sont engagés. À titre d'exemple, lorsqu'on est sur le climat, ces dispositifs peuvent permettre de prévoir l'évolution et de répondre à des questions posées en ce moment, qui sont des questions actuelles. On en a beaucoup parlé hier sur le réchauffement climatique, suite à l'augmentation des gaz à effet de serre, etc. Tout ça est dépendant de calculs intensifs. Réduire les incertitudes, quantifier la probabilité d'événements extrêmes, des ouragans, on entend toutes sortes de choses, des tsunamis, etc. Dieu merci, nous ne sommes pas dans ces zones-là, mais on a effectivement besoin de calculs intensifs lorsqu'on est dans l'étude de ces éléments-là. Voilà. Intégrer dans des systèmes complexes, augmenter la résolution donc, des systèmes modélisés pour affiner la représentation des processus, notamment comme les nuages ou les aérosols. C'était vraiment le cœur des débats qu'il y a eu donc, hier, ici même. Les recherches en océanographie et en sciences de la Terre. Voilà. Comment comprendre la variabilité de l'océan, ses interactions, l'action des tourbillons, comment modéliser les phénomènes telluriques, etc. Modéliser des ruptures sismiques, la génération
les zones lourdes associées à de génie parasismique, etc. Tout ça est dépendant donc de moyens de calcul. Voilà. En ingénierie, voilà, la simulation numérique est aussi un outil indispensable pour aborder plein d'enjeux industriels dans les transports, l'énergie, le développement durable, comment réduire la consommation des moteurs, réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire le bruit, etc. Pour ceux qui travaillent donc dans le confort thermique, etc., ou dans les nouveaux matériaux, on s'appuie aussi sur la simulation numérique pour pouvoir donc réaliser l'optimisation en ingénierie. En chimie, grand utilisateur aussi du calcul intensif, notamment au niveau de tout ce qui est industrie, donc pharmaceutique, comment comprendre la spécificité des réactions chimiques, le rôle joué dans les structures, dans les réactions, par donc, toutes sortes donc, de groupes chimiques constituant donc les molécules. Tout ça prend énormément donc, du temps de calcul, bien entendu. Dans le domaine des médicaments, nous allons aussi le retrouver en biologie, où ce domaine, tant au niveau donc, de la fabrication de médicaments, la compréhension des réactions, la simulation de la complexité du vivant, comme des cellules ou les écosystèmes, on a un besoin d'accès interactif et intensif au calcul et accès à un certain nombre de bases de données pour pouvoir résoudre donc, ces différents problèmes-là. J'y vais aussi en mathématiques appliquées et pour les informaticiens, notamment. Voilà. Donc, la recherche en mathématiques, en informatique, c'est important. Même en STIC, on a besoin de calcul. Donc, ce sont des recherches sur les architectures, la compilation, la programmation. Donc, tout ça a besoin de puissance de calcul, notamment quand on travaille sur la stabilité numérique, l'arithmétique, l'algorithmique, voire sur du calcul formel. Et on verra tout à l'heure aussi, lorsqu'on va parler aussi donc des logiciels, on est aussi en plein là-dedans. Et on devra aussi s'intéresser, j'ai envie de dire, aux logiciels libres dans cet outil. Voilà. Je ne sais pas quelle est la stratégie aussi au niveau du centre de calcul de la Côte d'Ivoire, mais bon, il y a quand même des options importantes entre MATLAB et Scilab. Tout ça, c'est important. Celui qui est payant, il y a celui qui est en code ouvert. Il y a donc des choix importants à réaliser et on va voir comment cela peut se passer. Maintenant qu'on a défini les thématiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière pratique? Les pays ont fait des choix. Par exemple, au Sénégal, dans la déclaration au niveau donc, du ministère, il s'agit de faire de la robotique. Bon, enfin, moi je ne suis pas d'accord, ma voix ne compte pas. Ne compte pas. Voilà. J'ai dans ma petite carrière travaillé là-dessus. J'étais en DEA sur le frein d'une voiture à l'époque en 1983 là, qui s'appelait la 505, 605. Voilà. J'ai travaillé sur le système de freinage ABS de la 605. Bon, personnellement, ça m'a apporté des compétences, mais ça n'a rien apporté à mon pays. J'ai travaillé ensuite un peu plus tard sur le système donc, de freinage d'un TGV, etc. Bon, j'ai compris ce que c'est. Et j'ai travaillé aussi au laboratoire de robotique de l'Université d'Evry sur un bras télémanipulateur, bien entendu dans une équipe. Hein. C'est les bras qui vont dépanner les satellites, etc.
j'en ai retiré, si vous voulez, de la connaissance qui m'a permis de devenir enseignant dans ces domaines-là. Mais au niveau recherche, vraiment, ça n'a absolument rien rapporté. Mais je dis une fois de plus, ça n'engage que moi. Voilà. Quand on décide de faire le métro en Côte d'Ivoire ou le RER au Sénégal, on est en plein transfert de technologie. On ne va pas, le RER roule déjà depuis trop longtemps, on ne va pas s'amuser à travailler sur les rails ou les moteurs de RER, etc. Ils amènent la technologie, on l'implémente et puis on passe aussi à autre chose. Voilà. Ça n'engage que moi. Voilà. Maintenant, il y a d'autres éléments, bien entendu. L'intelligence artificielle, c'est partout maintenant. Le big data, bien entendu. La génétique, absolument. La cybersécurité à 100%. Les sciences et techniques sont passées à là encore, là, c'est un peu comme la robotique. Hein? Les uns et les autres savent ce qu'ils attendent un peu derrière. La simulation du calcul, le calcul scientifique, ça me paraît normal. Par contre, ce que j'aime bien, et c'est valable dans pas mal de pays, c'est l'articulation avec les programmes d'action des gouvernements. Je prends juste un exemple, hein, le plan Sénégal émergent, chacun a son plan émergent dans tous les pays. Je prends juste celui-là. Voilà. Il y a deux axes dans ce plan Sénégal émergent, qui est l'agrohydrologie et le secteur minier. Parfait. Dans le secteur agricole, c'est météo, climato, traitement des images, satellites, drones, parfait, croissance végétale, dynamique de population. Et derrière, on peut faire des simulations sur les effets du changement climatique sur les populations, sur l'érosion des régions côtières, sur les risques des ressources de pêche. Parfait. Ça, j'aime. Et c'est un ancrage directement à un programme qui est là, qu'on peut accélérer, où le top level management dans tout pays met les moyens et veut des résultats, voire même exige des résultats. On va dans ce sens-là. Voilà. Les mines, parfait. On simule les puits ou les réservoirs, on fait de la recherche géologique, on fait des cartographies 3D, etc. Et on peut modéliser le territoire. Ça, c'est parfait. Alors, j'ai vu au niveau donc, de la Côte d'Ivoire des orientations fortes. J'avais envie de dire en climato, météo, environnement, santé, biotechnologie, agriculture, chimie, physique, etc., sécurité, exploitation des données satellitaires. Bon, derrière comment c'est décliné, c'est aussi important, quelque part, donc, de l'affiner. Voilà. En sécurité, je ne veux pas croire que c'est l'impact des armes de destruction passive. Hein. Je ne veux pas croire, voilà. Il faut donc derrière bien affiner, donc avoir donc, des projets concrets à valeur ajoutée. Au REFAC, merci à toutes ces structures qui ont effectué ce déplacement. Alors, après une si belle communication, bien entendu, certainement, il y aura des questions. Le professeur Claude Lichou est là pour répondre à d'éventuelles questions. L'Université Félix Houphouët-Boigny. Ma question, en fait, le conférencier a dit que la durée de vie d'un calculateur, c'est de 5 à 10 ans. Bon, je vois que le nôtre, malheureusement, doit avoir maintenant presque 2 ans, mais réellement n'a pas réellement fonctionné, si je peux le dire ainsi. Quel conseil le conférencier peut nous donner? Comment est-ce qu'on peut commencer en fait? Par où réellement nous pouvons commencer actuellement? Vu que le temps, je pense que passe un peu. Voilà, voici un peu la question. Alors, on prend une série de 3 questions et notre conférencier va se faire l'effort de répondre à ces questions. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci au conférencier. Je suis Aïgo Evaré Jupiter, doctorant au laboratoire de physique de l'atmosphère et de la mécanique des fluides. Alors, j'allais dire vraiment tout ce que le conférencier a donné ce matin est vraiment salutaire. Et ma préoccupation est la suivante. Est-ce qu'il est possible de faire ici l'état des lieux en ce qui concerne le supercalculateur de la Côte d'Ivoire? Et en même temps,
fait un coup d'œil à Madame la directrice, avec toutes ces recommandations qui ont été faites par le professeur, de vraiment prendre en note pour que vraiment des bonnes initiatives soient prises au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci bien. Une troisième intervention. Oui. Bonjour tout le monde, c'est Abdoulaye Bardé, PhD CCBAD. Abdoulaye Bardé, CCBAD, PhD. Je voudrais demander au conférencier, il a parlé d'une plateforme de formation ouverte et à distance. Je voudrais, si possible, d'avoir un peu les adresses par rapport à cette plateforme. Deuxièmement, j'ai compris qu'il fait partie de ceux qui contribuent beaucoup plus au niveau du classement des universités chez nous en Afrique. S'il vous plaît, tout récemment, j'ai vu classement des universités, les 13 universités, les plus bonnes universités de l'Afrique. Et j'ai constaté que c'était juste en Afrique du Sud et en Égypte. Je ne sais pas pourquoi ça balance réellement entre ces deux pays seulement. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà de l'intérêt tous et à toutes donc, par rapport à cette communication. Je répondrai à un certain nombre de questions, mais il y en a qui ne sont pas de ma compétence. Elles ne sont presque pas toutes de ma compétence, mais je dirais quand même un petit bout. En ce qui concerne donc l'obsolescence, j'ai noté déjà 2 ans, soit. Déjà 2 ans, il faut avoir une stratégie, j'allais dire, pour qu'on passe assez rapidement à un 80%. Voilà, c'est-à-dire à un Pareto acceptable. C'est-à-dire que, et à ce niveau, dans la durée qui reste, je n'ai pas visité le centre de calcul, donc je parle dans l'absolu. Donc, tout est-il livré? Dans ce qui est livré, qu'est-ce qui est fonctionnel? Comment est-ce garanti? Quand commence la garantie? Voilà, tout ça sont des éléments importants. Est-ce que la garantie commence à partir du moment où les formations sont réalisées? Est-ce que la garantie commence à partir... Tout ça doit être donc étudié convenablement et en temps normal, il y a des négociations à faire avec le constructeur pour pouvoir remettre à zéro le compteur à partir du moment où il y aura le démarrage effectif. Je m'aventure. Est-ce qu'on est déjà en situation de démarrage effectif? Je ne veux prendre que le mot effectif. On peut imaginer qu'on est en train, on vient de commencer. Voilà. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que les baies sont encore sous clé, tranquilles? J'en sais rien. Voilà. Donc ceux qui l'exploitent, si vous voulez, donc tous les jours, pourront le dire et pourront dire, tiens, ils voient toi aussi dire, mais ça on n'a pas touché, ça on n'a pas touché, il n'y a que ça qui enlève en ce moment, tout ce qui n'est pas touché, j'en sais rien, tout ce qui n'est pas touché, bon c'est là, tranquille, on n'a ni usure, ni chauffage, parce que bon, tout ça, ça chauffe, hein, vous savez, qu'est-ce qui abîme, c'est l'effet joule, hein, c'est le chauffage, voilà. Mais si c'est éteint, tranquille, là-bas, peut-être couvert même, j'en sais rien, il y a des motifs donc de négociation. Mais déjà en 2 ans, on aurait dû être déjà en vitesse démarrage, en début de vitesse de croisière. Mais c'est pas grave, si ça ne s'est pas fait, c'est le moment. Je pense que toutes les conditions, en tout cas, depuis hier, je suis là, j'ai entendu les besoins très forts. Donc ce qu'on a appelé les enable conditions, toutes les conditions sont réunies
pour un démarrage effectif, j'ai envie donc de dire. En ce qui concerne l'état des lieux, bon, les responsables locaux vont vous le faire, hein, notamment qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça en relation avec la première question et les recommandations. Je pense que la directrice générale va répondre là-dessus tout à l'heure. C'est vrai, j'ai parlé de formation faite à distance, mais ce n'était pas du tout donc, dans ce cadre-là. Donc, il n'y a pas de problème de formation à distance. Dans mon exposé, je pense que le seul moment où j'en ai parlé, c'est quand j'ai parlé du Cameroun, je pense. Voilà. Mais il n'est pas question de formation à distance dans le cadre donc, de ce système de calcul. Sur aussi le ranking des universités africaines, non, je n'interviens pas là-dedans. Je n'ai aucune emprise là-dessus. Ce n'est pas non plus le CAMES qui s'en occupe. Il y a un certain nombre d'organismes qui effectivement font ces classements-là. Et c'est vrai qu'on retrouve toujours l'Afrique du Sud et l'Égypte. Mon recteur de l'UCAD m'a envoyé le classement de l'UCAD et il m'a dit qu'on était, l'UCAD était 25e. Voilà. Alors, l'UCAD était 25e. Alors, si j'avais... Il me dit, je lui... Ah, c'est important, hein. Voilà, j'ai ça ici. Premier, Pretoria. Deuxième, Cape Town. Troisième, voilà, ça c'est un WhatsApp que m'envoie mon recteur. 14e, etc. Et puis, bon ben, je lui dis, mais monsieur le recteur, on peut en parler. Et je lui dis, je souhaite que l'on sorte de ces rankings et qu'on évalue selon nos indicateurs. Je lui dis, nous ne serons pas les premiers, mais la respectabilité de l'UCAD fait qu'elle sera dans le top 10. C'est ma conviction. Travaillons sur nos propres outils de mesure. Il me dit, prof, je comprends bien votre position. Ce serait l'idéal, mais nous sommes dans un monde où ces rankings internationaux sont comme la Champions League. Avec le nombre de joueurs que nous avons, nous pourrons faire un grand championnat africain. Alors, il me dit ensuite qu'il est 2 fois preneur de ma proposition. Je dis, monsieur le recteur, je dispose de toutes les données pour calculer un ranking de l'espace CAMES. Et dans le ranking de l'espace CAMES, c'est sûr que l'UCAD sera dans le top 3. Et je peux vous dire d'ailleurs, l'université de Boigny sera aussi 2 ou 3. J'ai presque envie de dire 2, eu égard aux données dont je dispose. Non, je parle de manière objective. C'est moi qui ai les données là. Voilà, j'ai les données. Donc je sais parfaitement. Je sais parfaitement de quoi je vous parle. Et je écris, c'est ce que je vous ai dit ici, comme par hasard, je lis, hein, comparons ce qui est comparable avec la même base et on verra. Initions aussi un ranking propre. Voilà. Et je lui ai écrit, ma fierté en prend un coup. Je connais bien les universités du Nigeria qui ont la part belle et d'Afrique du Sud. L'Angleterre les aide à gonfler les statistiques. Etc. Voilà. C'est pour vous dire que ce débat est connu. Voilà. Donc ne vous en faites pas avec un tout petit peu ces rangs-là. On a une idée assez claire dessus. On sait comment ça se passe. Il nous appartient où on reste dedans, où on en sort, où... bon, ça ce sont des décisions, moi, qui me dépassent. Je suis un technicien, moi, quand on m'instruit, je peux faire parler un tout petit peu donc les données. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à la directrice générale pour un complément sur certains éléments où malheureusement, je n'ai pas les données. Merci, professeur Lichou. Encore une fois, au nom de la table de séance, au nom de toute l'Assemblée ici présente, je tiens à vous remercier pour la clarté de votre exposé. On en a beaucoup appris en ce qui concerne la gestion et le fonctionnement des centres de calcul. Pour en revenir aux préoccupations,
Il y en a deux qui se regroupent, celle du docteur Bamba et celle du doctorant, qui se regroupent l'état des lieux, l'autre qui s'inquiète du retard du fonctionnement. Voilà. Il faut dire aussi que le centre de calcul de Côte d'Ivoire, on le doit à la faveur d'un homme engagé qui a compris tout de suite que la Côte d'Ivoire devait bénéficier de ce joyau. Et toutes les démarches ont été mises en œuvre. Mais il y a un contexte particulier qui entoure le centre de calcul dans le cadre de son fonctionnement. Permettez-moi de faire ce petit rappel-là. Quand le professeur Konaré a eu, à la faveur des négociations auprès de Madame la ministre d'alors, ils ont pu obtenir le financement. Après ça, il est tombé malade. Et on sait ce qui s'est passé. Suite à son départ, par la volonté de Dieu, il y a eu vraiment ce temps de latence. C'est vrai que le directeur de la recherche, le professeur Bamba, a assuré le minimum, mais autour du centre de calcul, il y avait des charges. Il y avait des charges et il n'y avait pas d'ordonnateur délégué. Maintenant, je parle en termes de budget. Il n'y avait pas d'ordonnateur délégué. Il fallait un directeur général de la recherche, celui-là qui est habilité à être l'ordonnateur délégué pour toutes les dépenses, toutes les charges pour le fonctionnement du supercalculateur. Donc il y a eu une période de latence de pratiquement 11 mois. Vous voyez. On a eu le crédit en 2017, courant 2017, Atos qui a eu le marché, qui a répondu à l'appel d'offres, a commencé à installer, et c'est véritablement en 2018, mi-2018, sinon au premier trimestre, on peut dire que le centre de calcul est arrivé à terme de son installation, tout ce qui est machine et autres. Et moi j'ai pris la main fin 2018. Vous voyez un peu. Donc il y a eu un temps de latence, il n'y avait pas d'ordonnateur délégué. Et quand nous sommes arrivés aux commandes, je vous dis que le crédit qui était là par rapport aux besoins était insuffisant. Donc il a fallu faire des démarches pour avoir un crédit suffisant pour rendre le centre de calcul fonctionnel. Le centre de calcul est dans un bâtiment qui a deux pans. Il y a un pan qui abrite le centre de calcul au sous-sol, qui abrite le supercalculateur au sous-sol, qui relevait d'Atos. L'aile droite relevait de la partie nationale, elle était dans un état délabré. Problème d'étanchéité, problème de je ne sais pas quoi. Il y avait plein de choses à faire. Et il fallait donc débloquer un crédit qui était bloqué quelque part. Donc la démarche administrative s'est mise en place. Il a fallu même que le ministre, on lui a proposé un document qu'il a dû signer pour qu'on prenne plutôt l'argent quelque part. Vous voyez un peu, on fait une reventilation de crédit pour rendre toute cette aide-là, non, pas ici, c'est plutôt là-bas, pour rendre toute l'aide droite opérationnelle. Et quand je suis arrivé, il y a l'ICP de Grenoble, que le Dr Mba connaît bien, qui avait programmé un workshop. On ne pouvait pas le réaliser. C'est seulement en mars que le bâtiment entièrement était opérationnel. On a lancé le premier workshop en mars sous la présidence de M. le ministre et en présence du Trésor français. Vous voyez un peu le contexte. Donc, ce n'est pas le fait de la direction générale, il y a un contexte particulier de sciences. Voilà un peu. Mais je vous dis que depuis mars, dites-moi quand même que les choses tournent. Les choses tournent. L'autre aléa aussi, c'est que dans le montage du budget pour le centre de calcul, il y a eu des insuffisances autour du fait que les besoins en matière de logiciels venant des pôles de simulation numérique que le professeur Nomba va détailler tout à l'heure n'avaient pas été pris en compte. Ouais, donc les PSN que j'ai reçus, les responsables de PSN que j'ai reçus m'exprimaient leurs besoins logiciels et pour cela il a fallu qu'on organise deux ateliers. Un atelier préliminaire pour une prise de contact, un autre atelier parce que j'ai eu une promesse dans mes négociations avec les partenaires, une promesse de financement de logiciels. Mais pour cela il fallait que les PSN expriment réellement leurs besoins. Et l'idée de l'atelier dans quel mois, je crois que c'est mai ou juin, je ne sais plus trop, c'était vraiment qu'on ait, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, une synergie en matière de besoins logiciels. Et là même, on a demandé aux responsables d'aller travailler, ça a mis du temps jusqu'à ce qu'on leur mette la pression, parce qu'on devait aller à la conférence budgétaire.
en attendant que le partenaire qui a promis nous soutenir dans le financement des logiciels intervienne, il y avait aussi l'argument budgétaire, c'était aussi une opportunité pour nous de négocier un financement, voire une rallonge budgétaire pour acquérir les logiciels. Étant entendu que le budget 2019 a été conçu en 2018 où je n'étais pas encore arrivé. Donc le crédit qui a été alloué pour le fonctionnement était évidemment insuffisant parce qu'il n'y avait pas une personne pour aller défendre le budget. Vous voyez un peu, donc 2019 souffre de l'insuffisance de crédit alloué parce qu'en 2018, il n'y avait pas d'ordonnateur délégué pour défendre le centre de calcul à la conférence budgétaire. C'est cette année, le mois dernier, que je suis allé moi-même. Je n'étais même pas programmé, j'ai dû forcer la main pour qu'on me fasse passer, même avant tous les autres. Je suis même passé après le directeur général. Je ne peux pas toujours chance, monsieur. Je suis passé juste après lui, j'ai profité pour passer après lui et ça a été vraiment un débat. J'ai même dit aux DAF de me soutenir parce que là, on est arrivé, les gens, les financiers ne comprennent pas. Mais j'ai dû faire un exposé sur l'importance du centre de calcul de notre pays, même pour la sous-région. J'ai négocié trois crédits, l'achat de logiciels, une ligne pour la communication, pour vulgariser notre centre de calcul, et puis une ligne aussi pour la connexion Internet, parce que le RITER, je ne sais pas où on en est, tout à l'heure peut-être que le DG va nous en parler, le RITER, n'est pas encore fonctionnel. Entre-temps, dans le cadre du contrat avec Atos, la connexion Internet est arrivée à expiration. Donc là, il faut que l'État, le pays, prenne la main. Et dans le crédit de 2019, cette disposition n'était pas prévue. Et là, nous sommes en négociation pour avoir une rallonge budgétaire pour que le dernier trimestre, on ait une connectivité permanente pour que vous, les chercheurs, vous puissiez travailler. Voilà un peu toutes les contraintes auxquelles nous sommes exposés. Par ailleurs, on travaille aussi à la gouvernance et on a eu à faire des visites d'immersion pour voir un peu comment les choses se passent ailleurs. Nous sommes allés en France, nous avons eu 2 ateliers ici en Côte d'Ivoire où on a eu des résultats issus de la réflexion collective nationale qui a proposé un mode de gouvernance. Donc finalement, nous avons proposé 3 modes de gouvernance à monsieur le ministre qui a opté pour un mode de gouvernance et pour cela nous a instruit d'élaborer les règlements intérieurs et tous les tests qui vont être le mode de gouvernance qu'il a choisi. On risque de tendre vers un mode de gouvernance sous forme de projet. L'idée du projet, c'est de faire arriver à maturité le centre de calcul pour que plus tard, dans les 2 à 3 ans, on puisse penser EPN ou autre chose. Voilà un peu où nous en sommes. Donc on se bat. C'est dans la dynamique de cette bataille qu'on a sollicité le CAMES pour nous instruire aujourd'hui sur la mutualisation institutionnelle. C'est-à-dire que sur tous les fronts, on se bat pour obtenir des crédits suffisants, on se bat pour la gouvernance, on se bat aussi pour voir comment le centre de calcul peut être visible à l'extérieur, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il a dit c'est qu'à 10 ans, on a encore 10 ans, même quand on est parti en France à Toulouse, le centre de calcul ils l'ont gardé pendant 10 ans. C'est au bout de la 11e année qu'ils l'ont cédé à un pays de l'Est. Vous voyez? Et ils ont acquis notre centre de calcul. Donc ils nous ont dit, on a 10 ans. Bon, il a dit 5 à 10 ans, mais à Toulouse, en tout cas, ils nous ont dit, ce qu'on a, on peut travailler encore 10 ans. C'est vrai qu'on a perdu 2 ans déjà, mais moi je dirais 1 an, pas 2 ans. Je dirais juste 1 an, mais on est dans la dynamique. Et je voudrais aussi lancer un appel aux responsables de PSL. Lorsqu'on vous sollicite pour nous apporter des informations, peut-être en termes de logiciels, parce que quelque part, on a des promesses, donc il faut aussi être aussi prompt. Je voudrais profiter pour féliciter, saluer le PSN Climat. Je pense que c'est le seul qui fait vraiment fonctionner le centre de calcul. Il y a eu, depuis, ils ont fait deux workshops au niveau du PSN Climat, PSN Écologie, un workshop, les autres pas encore, il y a des utilisations temporelles, avec le PSN Chimie, PSN Mathématiques, voilà. Le PSN Santé, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore senti. Bon, l'agriculture est sur un projet particulier avec Cybeltech. Là aussi, on doit en parler. Ils ont tardé un peu. Bon, s'il est dans la salle, je ne sais pas, peut-être qu'il va s'exprimer sur la question. Donc, voilà un peu les contraintes autour du centre de calcul. Mais je voudrais vous rassurer que le processus est véritablement en marche et a atteint sa vitesse de croisière pour que véritablement
on a un fonctionnement optimal. Voilà, je ne sais pas si j'ai... C'est l'essentiel que je peux vous dire maintenant. Je vais peut-être demander au professeur Baban d'intervenir sur les motivations de la mise en place des PSN. Initialement, c'était vraiment pour canaliser l'utilisation du centre de calcul, voilà, parce qu'on a 8 utilisateurs potentiels. Dans un premier temps, l'idée c'était vraiment de les canaliser à travers des PSN et qui sont superposables au programme de recherche thématique. Je vais m'arrêter là, pour ça on va continuer, peut-être après, passer la parole au DG de l'UVCI pour le RITER. Merci. Merci, Madame la Directrice Générale, pour l'honneur que vous me faites. On va apporter d'autres éléments aux questions posées. Avant tout ça, je voudrais remercier le professeur Michou pour la qualité de la communication. J'ai dit qualité parce que quand j'ai entendu le processeur, j'ai dit ah ça, je ne sais pas comment je vais. Après j'ai dû demander, il va me traduire ce qui est sa communication. Que la communication était à un niveau de compréhension pour nous tous. Donc vraiment c'est ça là. L'enseignant. Un enseignant doit pouvoir communiquer et je le remercie pour la qualité de la communication de l'enseignant qui nous aide. Donc vraiment merci professeur. Et nous prenons note. Nous allons nous référer à ces qualités. Maintenant, pour ce qui est des PSN, je pense que pour les questions posées, Madame la Directrice Générale a donné toutes les réponses. Tout ce que je vais ajouter dessus, c'est que pour les PSN qu'on a mis en place par rapport à la recherche au niveau académique, et ces PSN, on a mis 8 PSN en place, et ces PSN sont des PSN thématiques qui accompagnent donc le code de compétences. Donc il y a 8 PSN pour la recherche académique, la recherche nationale. À côté de ça, comme l'a dit le professeur Michou, il y a une ouverture qui sera faite aux entreprises et aux organismes. Mais comme nous sommes on peut appeler ça une phase d'essai, donc on sollicite les PSN, on n'a pas fait encore l'ouverture aux entreprises, nous sollicitons donc les PSN et c'est en cela que je me joins à Madame la Directrice Générale pour remercier le PSN Climat 2D qui permet d'apprécier en utilisation les capacités de notre centre de calcul. Et on a déjà fait 2 workshops. Donc nous invitons les autres personnes à venir, comme ça on saura, on va faire le véritable état des lieux de notre centre national de calcul. On nous a livré, le professeur Michou nous a dit, ça a été livré, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut ajouter, quelles sont les compétences qu'il faut développer. Mais c'est en utilisation que nous pouvons apprécier, sinon tout est, sur le papier tout est donné. Donc ça c'est approchez-vous de nous et je me joins aussi à Madame la Directrice pour dire on a fait au moins 3 ou 4 ateliers sur les PSN et nous sommes au niveau des logiciels et aidez-nous, vous savez c'est l'administration. Le dernier atelier qu'on a fait c'était pour vraiment recenser, identifier, faire la liste des logiciels pour un fonctionnement optimal du centre de calcul. Et donc on regroupait, il y a les logiciels, le professeur Michou l'a dit, il y a ceux qui sont gratuits, il y a ceux qui ne sont pas gratuits, il y a ceux qui peuvent être utilisés par plusieurs PSN, il y a ceux qui sont spécifiques à certains PSN. Donc, et surtout, on nous a donné ces listes-là, mais donner des listes actualisées. Ne nous donnez pas des noms des logiciels. Et quand vous allez sur le marché, on dit non, ça c'est dépassé, c'est plus utilisé. Donc, nous sommes à ce niveau, on vous sollicite, nous sommes dans cette dynamique, on vous appelle, venez compléter la liste des logiciels. Et il y a quelqu'un qui nous a fait la deuxième personne qui a posé la question, a dit oui, le professeur Michou a fait des recommandations. Si vous avez vu, je prenais des photos et après même, j'ai même accroché le professeur Michou pour avoir ses recommandations. Et je vais trahir une confidence, Madame la Directrice Générale me disait, mais au lieu de demander au professeur Michou de nous faire une communication, on pourrait même le solliciter comme consultant pour nous faire des recommandations de tous les jours pour le fonctionnement de notre centre de calcul. Donc vraiment, c'est d'un intérêt vraiment très important, ce que nous retenons du plus, et de très précieux dans ce que le professeur Michou a présenté, ce sont les recommandations. Et nous ferons fort vraiment de
d'appliquer ces recommandations. Ça ne vient pas de la bouche de... On dit chez nous, l'eau qui vient de la bouche du caïman, c'est ce qui est glacé. Et nous avons un caïman qui nous a donné de l'eau glacée, donc on va prendre ça vraiment comme de l'argent comptant, du diamant, pour que notre centre soit fonctionnel. Donc c'est ce que j'avais ajouté. Vous avez l'engagement, c'est le lieu aussi de dire un grand merci. C'est vrai, il y a eu un frottement, mais il faut saluer l'énergie de deux personnes. Je commencerai par M. le ministre Mabri. Quand il arrivait, on était vraiment au ralenti. On allait au gasoil. C'est comme Madame l'a dit, moi je ne suis pas ordonnateur. J'ai assuré l'intérim, mais au niveau finance, comptable, je ne suis pas ordonnateur. Mais quand M. le ministre est arrivé, on lui a posé le problème de sécurité, d'étanchéité, de carburant, coupure fréquente d'électricité, des logiciels. Il a pris le problème à prendre le bord, il a donné les OK pour que tout soit débloqué aujourd'hui. De votre téléphone, quel que soit l'endroit où vous êtes, pas mal de scènes, peut avoir l'environnement de notre centre de calcul. Donc ça, c'est la sécurité. Les salles sont étanches, donc vraiment, c'est le lieu de saluer M. le ministre pour cet engagement pris pour que ce centre soit fonctionnel. Madame la directrice générale, je la remercie aussi, parce qu'elle est arrivée, elle pouvait dire, oh, monsieur maman, oui, j'ai compris, on pouvoir avoir d'autres centres d'intérêt. Mais notre centre d'intérêt, elle a fait tout de suite des centres d'intérêt pour elle. Et vraiment, je la mettais devant, madame, allez voir monsieur le ministre, allez voir monsieur le ministre. Donc, on lui dit, allez-y, elle y va, elle force les portes. Et grâce à son énergie, grâce à cet engagement-là, le ministre nous a accompagnés. Aujourd'hui, nous avons le centre. Et elle continue de nous aider. Donc, vraiment, je voudrais que vous fassiez un pont pour ce engagement. Voilà. Merci Madame la directrice générale et tout. Je pense que c'est ce que j'avais ajouté et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Alors, rapidement, nous allons donner la parole au directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour sa contribution. Merci, cher ami. J'avais prévu ne pas parler parce que quand je commence à parler, je parle souvent un peu trop. Mais néanmoins, je pense que c'est une bonne occasion pour faire aussi une contribution. Je pense que le professeur Lechou, dans son exposé, a dit beaucoup de bonnes choses, mais il y a une chose qui a retenu beaucoup mon attention, c'est la sous-utilisation. La sous-utilisation. C'est vrai qu'on se préoccupe un peu de est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela. Très souvent, lorsque tout est mis en place, on voit que finalement, ce n'est pas un vrai besoin. C'est ça notre réalité. Le centre de calcul, c'est un moyen communautaire. Mais quand on regarde, on voit que c'est le programme climat, mais parce qu'ils sont ici. Ils sont ici, ils sont un peu à l'origine de la chose, donc c'est un peu naturel. Mais regardez les autres programmes qui ne sont pas directement connectés. On ne les sent pas. Donc je pense qu'il y a un problème même d'appropriation de cette technologie que nous réclamons. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons sans moyens, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire sans moyens. Le fait de faire une réunion, de faire de la réflexion, ou bien de donner des sujets de mémoire, ou bien des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour montrer au moins un certain engagement. Et c'est ces choses même qui peuvent aussi contraindre, n'est-ce pas, la gouvernance à mettre la célérité dans les choses. Or, nous, on a tendance que tout soit d'abord mis en place, opérationnel, avant de commencer. Et c'est ça qui nous fatigue beaucoup. C'est d'ailleurs ça aussi qui fait que la maintenance ne suivant pas. Après, tout s'arrête. Normalement, je devais me prononcer sur le rythme, mais comme le professeur Lechou l'a dit, le matériel, on peut résoudre ça. C'est un problème de budget, à un moment donné, on peut résoudre. Mais ce qu'on ne peut pas résoudre, c'est vraiment la dynamique même de l'utilisation, de l'appropriation. Ça dépend des acteurs même. Tant que les acteurs ne sont pas bien engagés, ça ne marchera pas. Si les programmes utilisent actuellement les grilles, qui n'ont pas besoin de centre de calcul,
les grilles de calcul, c'est comme un réseau, vous vous abonnez, vous pouvez faire vos calculs. Si vous avez déjà cette habitude, quand un centre de calcul arrive, il est vite utilisé. Puisque les grilles de calcul, on peut commencer à lancer ces calculs dans ces réseaux-là. Est-ce qu'on a cette culture actuellement? Tout le monde est focalisé sur le fonctionnement, et le fonctionnement du centre de calcul devient même un alibi à ne rien faire. Alors qu'il y a des moyens, comme il l'a dit, n'oublions pas les grilles de calcul qui sont à notre portée. Est-ce que nous sommes déjà dans cette dynamique? Voilà. Si nous ne sommes pas dans cette dynamique, on va bien réparer le bâtiment, on va mettre des milliards, ça sera sous-utilisé. Il n'y aura que quelques programmes qui sont naturellement proches de la chose qui vont utiliser. Sinon, si vous avez l'habitude de vous déplacer pour aller en Europe pour lancer des calculs, si on vous dit que c'est à Benjerville ici, vous allez forcément venir ici pour lancer. S'il n'y a rien, c'est parce qu'il n'y a même pas le besoin peut-être à venir, il n'est pas encore là. Maintenant, si nous voulons que ça soit sous ça, nous maintenant de créer des conditions, faire en sorte que dans les enseignements même on commence à enseigner le calcul parallèle, qu'il y ait des clubs calcul parallèle, tout ça, ça dépend des doctorants, ça dépend des enseignants-chercheurs. Et je pense que c'est à ce prix-là. Pareil, on a parlé de réseau. Le réseau est là, mais quel est on a parlé d'un abonnement qui prend fin. Quel est le taux d'utilisation? C'est-à-dire où on avait déjà un abonnement, cet abonnement-là a permis à combien de personnes d'utiliser? Cet abonnement va prendre fin, on ne saura même pas puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent. Mais chaque fois dans les rencontres, on va dire, bon, on n'a pas encore le giga internet qu'il faut, mais le peu qu'on met en place souvent n'est pas aussi utilisé. Donc ça n'encourage pas la gouvernance même à trop investir là-dedans. Je pense que c'est des questions, c'est vraiment une contribution que je voulais faire parce que le professeur a voulu qu'on ose. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ose. Il y a des choses que nous devons pouvoir faire sans moyens. Ça s'appelle de l'organisation, ça s'appelle en fait, l'appropriation. Si nous nous mettons à faire ça, vous allez voir que très rapidement, le centre de calcul va prendre toute son importance et les moyens vont naturellement venir. Puisque nous allons créer les conditions, n'est-ce pas, de rendre la chose pérenne. Sans ça, tout va lier à un budget et quand le budget va disparaître, tout va s'arrêter également aussi. Voilà ce que je voulais faire comme contribution. Merci. Alors, je crois que le professeur Bonga voudrait ajouter juste quelque chose. Excusez-moi de revenir, mais je voulais juste compléter un peu, réagir par rapport à la contribution du professeur Kouné du moment. Et là, c'est pour lui dire que nous avons bien compris les enjeux et les risques de la sous-utilisation. Pour ça, si vous avez suivi l'exposé de Madame la directrice générale, elle a dit qu'elle a voulu obtenir un financement et ces financements sont orientés dans 3 axes. Et l'un des axes, c'est la communication autour du centre de calcul, c'est-à-dire la valorisation et la vulgarisation. Donc, l'une des batailles que nous allons commencer bientôt, c'est de rencontrer, c'est vrai, on a rencontré les responsables des PSN, les logiciels et tout, mais on compte aussi rencontrer les enseignants, les chercheurs pour leur présenter les intérêts et les avantages à avoir recours. Et il y a beaucoup même qui savent qu'on a un centre national de calcul ici. Donc voici, par rapport à 2020, 2019, là, si on a les budgets, même si on n'a pas les budgets, le peu qui reste, le professeur Kouné vous a dit, on n'a pas besoin de gros budgets pour communiquer. Hein, donc vraiment, c'est inscrit dans nos activités, rencontrer les chercheurs et on aura besoin de la contribution de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Hein, donc, pour vraiment leur dire qu'ils ont un centre de calcul, voici sa puissance, c'est ouvert et les conditions d'utilisation, on leur communiquera. C'est pour ça que nous pourrons aussi acquérir des logiciels. Maintenant, pour ce qui est de l'abonnement à distance, c'est vrai qu'il a dit, et là je rejoins le prochain du jour, qui dit ça a commencé quand, ça prend fin quand.
ben, l'abonnement à distance a commencé dès que le centre, Atos a estimé que le centre était fonctionnel. Donc l'abonnement a commencé. Mais comme il y a eu une période de latence, l'abonnement a couru. Peut-être il y a 2 ou 3 personnes vous dire qui savaient qu'on avait une possibilité d'utilisation à distance. Mais là maintenant, si on réussit à faire répartir cet abonnement à distance, cette utilisation à distance, avec la publication, je pense qu'il y aura plus de personnes qui vont l'utiliser à distance. Donc tout est dans la communication et je vais rassurer le professeur que ces craintes sont les nôtres et nous sommes vraiment engagés. Ça c'est notre. Maintenant qu'on a le centre, maintenant que l'étanchéité, la sécurité, tout ça c'est notre. Il faut que ce centre-là soit utilisé de façon optimale parce que c'est un moyen communautaire de recherche. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin. Ah, d'accord. Merci beaucoup, monsieur MC. Au début de mon propos introductif, j'ai oublié de saluer la Sodexam. C'est vrai que tout à l'heure, le représentant est passé me saluer, mais quand je faisais le discours, j'ai oublié de les saluer. J'espère qu'il est encore dans la salle. Il est parti. Bon, d'accord, c'est pas grave. Donc, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'on a établi un contact de la Sodexam et nous pour qu'ils aient vraiment une place privilégiée en termes d'heures de calcul, parce que c'est comme la Sodexam, c'est notre météo Côte d'Ivoire à l'image de Météo France. Donc, évidemment, il faut leur consacrer une bonne place en matière d'heures de calcul. Mais ce que je déplore, c'est un peu la lenteur dans nos... C'est pas à moi de... C'est vrai qu'il faut un partenariat, c'est un partenariat institutionnel entre nous. Mais je vois que le besoin est plus à leur niveau. J'espère que le calculateur est là. Entre nous, les courriers, c'est une affaire de 2 mois parfois, alors que ça devait pour moi courir. Parce que moi, je voudrais vraiment qu'avec la Sodexam, ce soit le premier modèle, sinon le modèle de partenariat institutionnel. Voilà, nous sommes universitaires, eux pas. Le centre de calcul appartient à la communauté universitaire. Et ça, vraiment, si vous le connaissez, vous connaissez quelqu'un de la Sodexam, je voudrais que vous puissiez porter ce message-là. Qu'entre nous, les relations soient fluides, qu'elles soient très réactionnelles, en sorte que rapidement, ils puissent se mettre à la tâche. Parce que c'est sûr qu'ils auront beaucoup d'heures de calcul avec ce qu'ils font. On a besoin aussi que la Sodexam nous donne beaucoup plus de précision en matière de météo. Voilà. Il est temps qu'ils arrêtent d'aller travailler ailleurs. Le centre de calcul est là pour eux. On devrait vraiment avoir cette étroite collaboration et que, en termes de, justement, ils auraient pu, on peut, avec le Sodexam, régler en partie la question de la sous-utilisation. Voilà. Et même, ils peuvent nous aider, pourquoi pas. On parle de connexion Internet. Je pense qu'ils ont plus de ressources que nous, peut-être pour nous appuyer, quelque chose comme ça. Mais j'ai demandé tout à l'heure à ce que le représentant dise à son directeur qu'on s'asseye le plus tôt possible pour formaliser ce partenariat institutionnel. Voilà, si vous les connaissez, demandez-leur que Mme la DG attend véritablement rapidement on ait la formalisation du partenariat institutionnel et que ce partenariat soit le modèle à partir duquel on va déployer d'autres partenariats institutionnels. Merci. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais pour une ovation très fort à la table de séance. Voilà, merci beaucoup au professeur Léchou pour cette belle communication. Nous voulons dire merci à tous ces instituts de recherche qui ont effectué massivement le déplacement.